Bonjour à tous. Un chien dans la ville. Nous voilà réunis pour la première fois et en tant que porte-parole de nos amis les chiens citadins, je tiens à vous dire que ça me fait très plaisir car ce projet me tenait vraiment à cœur. Un chien dans la ville, c'est quoi et pourquoi ? C'est une émission qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas assez, comme nous, les maîtres de chiens de nos grandes métropoles. Je ne vous ai pas présenté le mien ? Lui, c'est Youpla. Et il m'épaulera pour recueillir toutes les belles histoires que je vais avoir l'honneur de partager avec vous. Enfin, parfois il m'aidera et parfois, vous verrez, il n'en fera qu'à sa tête. Ici, à chaque épisode, nous mettrons en vedette un duo maître-chien. Nous écoutons leurs histoires et partageons leurs coups de gueule ainsi que toutes leurs galères. Et si on peut les aider, eh bien j'ai réuni pour vous une super team de vétérinaires et de comportementalistes prêts à répondre à toutes vos questions. Ils sont là pour vous donner leurs conseils dans la bienveillance la plus totale. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de vous présenter Omaha et sa maîtresse Florence. Elle nous a gentiment invités à boire un thé chez elle et évidemment, il a fallu que Youpla fasse un peu son intéressant. Tout du moins au début. Avoir un chien en ville, c'est... Avant d'avoir un chien, je me disais avoir un chien en ville, c'est pas drôle pour le chien. Maintenant que j'en ai un, je dis bah c'est super, c'est tout à fait vivable. Ça rend la ville plus sympathique en fait. Au grand désespoir de mon mari, j'ai adapté ma garde-robe. En fait, j'ai ma tenue chien et ma tenue normale. C'est une grande peluche. C'est un chien de taille moyenne, on dit. Mais en vrai, il ressemble à un grand Wookie. C'est un Bearded Collie. Je sais pas si tu te souviens du film Annie de John Huston. Dans l'aventure, il y a un chien. Et c'est un chien perdu, quoi, qui ressemble à rien. Et dans le film, il est décrit comme un gros bâtard, quoi. Et c'est aussi ça qui fait qu'on l'aimait bien. Il fait serpillière, ouais, on peut le dire. C'est un chien, alors il pèse presque 30 kilos et je pense qu'il a 20 kilos de poils mouillés. Donc à démêler. C'est mon premier chien dont je suis responsable. C'est un chien de race que j'ai acheté dans un élevage. J'ai pas de position de principe. Moi, en vrai, c'est mon premier chien à moi. J'avais des chiens quand j'étais gamine. C'est par facilité. Que je voulais pas m'embarquer dans une histoire compliquée. Voilà, je suis en ville. On voyage, tous les week-ends on est ailleurs, donc je voulais avoir une idée préconçue sur son caractère, sur la taille qu'il allait atteindre, sur des habitudes, etc. C'est un pari de prendre un chien, de sauver un chien en fait, de donner une chance à un chien. Je voulais pas un petit chien, je voulais un vrai chien en fait, pas un truc que je puisse prendre dans mon sac s'il faisait trop de bruit ou je sais pas quoi. Donc en même temps c'est vrai, on vit en ville, je voulais pas que ce soit un gros problème quoi. Première tentative, on était à la campagne, on va au club, à l'école des chiots, mais la honte totale. Mais genre, il faisait rien comme tout le monde, il comprenait rien, genre il me saute dessus, il saute sur l'éducatrice, enfin bon, il fait le clown pendant 3-4 séances. J'avais plus envie d'y aller. Bon, j'avais des chiens qui étaient franchement pas bêtes, qui faisaient des trucs comme ça, donc moi j'avais des attentes assez élevées par rapport à un chien. Et puis je me souvenais plus bien en vrai de l'éducation du chien, tu sais, d'avoir un chien tout petit qui sait rien faire, qu'il faut vraiment canaliser. Donc quand je l'ai eu, je le trouvais mais vraiment bête quoi. Mais on n'en fera jamais rien, il est complètement idiot. Je sais pas si les autres t'ont raconté leur expérience d'éducation canine, mais en tant que maître, c'est toi qui te sens nul. T'es remis à l'école, parce que c'est vrai que si ton chien il fait pas ce que tu lui demandes, c'est parce que tu lui dis pas bien. C'est le maître qui lui explique pas bien, ou c'est parce que tu le comprends pas, tu l'as pas bien observé. Ma fille l'avait amené à une séance d'éducation dans le bois de Vincennes, et ça c'est une méthode qui est super bien je pense, mais dans les chiens qui y étaient, il y avait que du gros chien méchant quoi. Parce que c'est vrai que c'est un enjeu aussi pour ces chiens d'être éduqués. S'ils sont pas éduqués, ils prennent le dessus par rapport au maître. Omaha, lui, c'est une race de chien facile, voilà, donc il est bonne patte, il est pas du tout dominant, donc voilà, il s'est fait pourrir la gueule pendant 1 heure par tous les autres chiens. Il est rentré, il était crevé. Donc ça, c'était la deuxième tentative. C'était ma fille qui l'avait amené. Elle fait non, je veux plus y aller, c'est trop fatigant, c'est la honte. Et troisième expérience, c'est avec Corinne. Mais Corinne, c'est mon éducatrice dans le sens où c'est l'éducatrice du chien. Mais je pense que c'est elle qui m'éduque, ouais. Enfin, elle éduque le maître. Ils apprennent aux maîtres à comprendre leur chien. Et puis lui, il était plus concentré parce qu'il n'y avait pas d'autres chiens, en fait. Mais s'il y a vraiment un truc, j'aimerais bien qu'il acquiert, mais de façon sûre et durable, c'est de marcher dans la rue en ville sans laisse. C'est interdit, je sais. Mais le mien marche sans laisse. Je sais. Youpla, il est génial. Donc je le regarde avec envie. Je pense qu'il le fera un jour, mais pour l'instant, il a 1 an et demi, il n'y est pas encore. Elle l'a, dans ses termes à elle, désensibilisé au métro. Ça fait un peu chic, hein. Ça fait vraiment parisien bobo, hein. Je suis désolée, mais 7 séances
pour prendre le métro. C'était limite dangereux parce que je l'avais amené, il y avait de la neige sur le métro aérien, tu sais, les quais ils glissaient. Et lui il tirait comme un fou, c'était un coup à ce qu'on se retrouve tous les deux sur les voies et sous une rame. Est-ce que tu penses que Omara est heureux en ville? Je pense que le chien il est heureux là où t'es en vrai, tu vois, il n'y a pas à se dire je déménage pour que mon chien soit heureux. Il est heureux aussi, mais à Paris il est super content de voir ses copains. Il voit à la limite parfois plus de monde quand il est à Paris que quand il est à la campagne. Mon chien s'appelle Omaha Beach Boy. Omaha Beach c'est un endroit qu'on aime beaucoup. Il a une vie de chien trop dure, il passe tous les week-ends à la plage. Et oui, il y a beaucoup de chiens parisiens aussi. Dans la vie ça va pour lui. Ça fait 1 an et demi. Et en plus, on le fait travailler, tu vois. Tous les jours, il fait un exercice un peu intellectuel et tout. Donc, on est content de suivre ses progrès. Merci Florence pour ce premier témoignage. Alors, est-ce qu'on peut t'aider dans la quête de la sacro-sainte éducation du cancre de la classe? Il est complètement fou. La Minute Veto. Je vous présente notre Mick Jagger à nous des vétérinaires, Thierry Bedossa. Vous le connaissez peut-être par cette émission qui avait fait sourire Happy Dog sur M6, ou bien par son association AVA, une ferme pour aider à recueillir les vieux animaux et à les sauver de l'euthanasie. Ou alors vous êtes peut-être tombé sur lui à l'école vétérinaire de Maison-Alfort où il exerce. Bon, Thierry, tu es partout. Est-ce que tu as quelques conseils à donner à Florence? Comme elle le dit bien, c'est les maîtres qu'on éduque, tout autant que le chien, et d'autant plus en ville. La plupart d'entre nous, les humains, on est très fortement influencés dans notre relation aux animaux par qui nous sommes, nos cultures, et à quoi on a été conditionné. Tous les Blancs, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, on a été des personnes qui, dans notre histoire, dans nos cultures, avons asservi d'autres humains. Et c'est vraiment profond chez nous. Et du coup, on pense tous spontanément que nous devons contrôler les animaux et que nous devons nous faire obéir d'eux. Surtout les chiens. Pas de chance pour eux. Alors qu'en fait, 3/4 des chiens qui vivent sur la planète vivent libres et errants, partout dans l'humanité où ils ne sont pas chiens de compagnie, mais où ils sont juste chiens qui vivent dans les mêmes endroits que ceux qu'occupent les humains, parce que partout où vivent les humains, il y a énormément à manger, il y a énormément de ressources alimentaires. Ce qu'on observe quand on regarde les chiens libres et errants, c'est qu'ils sont en général presque toujours partie prenante d'un groupe, et quand ils ont cette vie de groupe, c'est toujours eux qui veillent, sans qu'il y ait le moindre humain qui se soit préoccupé de les faire obéir. Ce sont toujours eux qui veillent à ne jamais être trop éloignés des autres membres de leur groupe. Donc le suivi, l'instinct de groupe, c'est tout à fait naturel chez un chien. Pourquoi est-ce que nos chiens, entre guillemets, ne nous obéissent pas quand on voudrait qu'ils nous suivent, quand on voudrait qu'ils reviennent quand on les appelle? C'est tout simplement parce qu'on passe notre temps à les frustrer. On ne les laisse pas avoir leur vie de chien. Leur besoin profond aux chiens, c'est de divaguer. C'est de sentir tout ce qui nous dégoûte dans la rue, de sentir toutes les flaques d'urine, de sentir les petits bouts de déjection des autres chiens, de sentir partout où il y a peut-être une odeur de nourriture, de sentir partout où il y a des flaques d'urine. Et ça nous dégoûte. On ne les laisse pas divaguer, on ne les laisse pas sentir aussi longtemps qu'ils le voudraient. On passe notre temps à vouloir qu'ils nous obéissent, à vouloir qu'ils fassent ce qu'on attend d'eux qu'ils fassent, alors qu'en fait, on ne se préoccupe pas de leurs besoins au quotidien. Ils ont un cerveau comme nous, ils ont un cortex très développé comme nous. Depuis quelques années, on sait entraîner des chiens pour qu'ils subissent des IRM vigiles, non anesthésiés, et on se rend compte par exemple que quand un chien aperçoit son propriétaire, eh bien ce sont exactement les mêmes zones et les mêmes circuits de son cerveau qui sont activés qu'une maman qu'on met en contact de son enfant ou qu'on laisse apercevoir son nouveau-né. On s'aperçoit qu'ils sécrètent comme nous quand ils sont avec nous et proches de nous et qu'on veut leur faire un câlin, de l'ocytocine comme nous quand on est en relation avec quelqu'un qu'on aime ou dont on est le protecteur, comme une maman ou un papa avec son enfant. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si notre chien ne nous obéit pas, ne répond pas à la commande qu'on lui envoie, c'est en général non pas parce qu'il ne la comprend pas, mais c'est parce qu'il est tellement frustré par ailleurs, on le laisse tellement peu avoir sa vie de chien, qu'au moment où il se retrouve dans la rue, lui, il a 1000 choses prioritaires plutôt que de nous écouter. Avant de penser contrôle, avant de penser obéissance, il faut penser à l'autre, il faut penser à l'altérité, il faut penser que l'autre n'est pas nous, et qu'il a aussi des besoins, et qu'il a aussi des envies, et que le fait qu'on l'aime,
si on n'est pas en mesure de se donner la peine de faire l'effort, de comprendre de quoi il a besoin, quelles sont ses envies, moment après moment, on va toujours se retrouver dans l'échec et dans l'absence d'obéissance et dans l'absence de réponse à nos commandes. Un chien est d'autant plus suiveur et d'autant plus obéissant que tous ses besoins sont satisfaits. Quand un chien ne nous obéit pas, c'est un peu la face émergée de l'iceberg, mais ce qui compte, c'est la face immergée de l'iceberg, c'est-à-dire tout ce qu'il a envie de faire dans une journée et qu'on ne lui laisse pas faire. Si vous laissez votre chien faire tout ce qu'il a envie de faire dans une journée, si vous le prenez pour ce qu'il est, un vrai individu, une vraie personne, comme chacun d'entre nous, eh bien vous verrez que ce sera le plus suiveur de tous, le plus obéissant de tous, puisque c'est profondément encrypté dans ses gènes de canidé social à partir du moment où il a du lien avec une personne et que cette personne est en plus la personne qui lui apporte la nourriture, qui lui apporte les promenades, qui lui apporte les câlins, qui lui permet de dormir à côté d'elle par exemple, et bien à partir du moment où ce lien est si fort, la seule envie de notre chien c'est de rester à côté de nous, sauf s'il est frustré du matin au soir, si on ne le laisse rien faire par lui-même. C'est très important de le comprendre. Ce qui préoccupe Omaha, ce n'est pas d'obéir à Florence, c'est d'abord de vivre sa vie de chien. Et une fois qu'il va avoir ses besoins satisfaits, ses envies satisfaites, sans forcément que ce soit un vilain capricieux, mais une fois qu'il va pouvoir vivre sa vie de chien, il va être beaucoup plus réceptif à ses attentes à elle, à sa communication à elle. Un grand merci, docteur, pour ces explications. Je vais t'emmener chez moi et t'enfermer dans une jolie petite cage et je te laisserai jamais sortir, sauf pour t'embrasser, te bichonner, te câliner et te serrer très fort. T'es content, hein? J'avoue réaliser que moi-même, peut-être, je n'ai pas forcément la bonne attitude avec mon monstre. Peut-être qu'il est aussi parfois frustré de ne pas pouvoir vivre sa vie de chien, tout simplement, et de divaguer comme bon lui semble pour aller découvrir tout ce qui l'entoure. Comme le dit l'adage, autoriser, c'est permettre d'interdire. Peut-être que si je le considère encore davantage comme un individu en tant que tel, et non comme un animal asservi, il n'en sera que plus réceptif le reste du temps. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter le problème sous un angle complètement différent. Nous, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode d'Un chien dans la ville. Avec vous, j'espère, Thierry Bedossa, pour en apprendre toujours plus sur la nature de nos animaux. Dog on the Radio. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à me contacter via Instagram sur ma page Un chien dans la ville.